Le père millionnaire rentrait chez lui après un voyage d'affaires de 6 mois à l'étranger. La première scène qui s'offrit à lui lorsqu'il ouvrit la porte fut celle d'une maison chaotique et déserte. Quand il entra dans la cuisine, ses 2 enfants luttaient à 3 heures du matin simplement pour mettre un maigre repas dans leurs estomacs vides après des jours de privation. Prenez une profonde inspiration et installez-vous pour écouter ce récit. Mon espoir est qu'il vous laissera inspiré, heureux et plus compatissant. En fin de compte, j'espère que cela servira de catalyseur parfait pour une nuit de sommeil réparatrice. Commençons. La berline de luxe noire tournait silencieusement au ralenti devant la grande maison de campagne blanche, nichée dans un village tranquille en Provence. Les lumières du portail s'allumèrent, vacillant un instant alors que les capteurs reconnaissaient la plaque d'immatriculation, projetant une nappe dorée sur l'allée pavée, perlée de rosée. Jean Dubois en sortit, tirant sa valise sur le trottoir. 14 heures de vol avaient laissé ses yeux lourds, mais un sentiment particulier, difficile à décrire, gonflait sa poitrine, un mélange d'anticipation et d'appréhension. Au cours des 6 derniers mois, il avait vécu en Europe, où tout se mesurait en contrats, en affaires et en chiffres, un monde dépourvu du rire de sa fille ou des petites mains agrippantes de son fils de 3 ans. Il prit une profonde inspiration et composa le code de sécurité de la porte d'entrée. La porte pivota vers l'intérieur, et le silence profond frappa ses oreilles comme une couverture froide. Pas de bruit de télévision, pas d'odeur de cuisine, pas de lumière. Les capteurs automatiques ne fonctionnaient pas, ce qui était étrange, car sa femme, Valérie Lefebvre, était toujours nerveuse dans le noir. La maison n'avait jamais été complètement éteinte comme cela. Jean posa sa valise à côté du porte-manteau et appela doucement « Valérie ?» Personne ne répondit. Il longea le couloir, le bruit de ses chaussures frottant doucement le parquet. Le salon était vide, les stores baissés, et les fleurs dans le vase étaient séchées et cassantes. Un faible bruit résonna depuis la cuisine, aussi doux qu'une cuillère tapotant délicatement une casserole. Jean s'arrêta, son rythme cardiaque s'accélérant, puis se dirigea vers le son. Une faible lueur jaune émanait de l'embrasure de la porte de la cuisine. Il poussa la porte. La vue qui s'offrit à lui le glaça sur place. Chloé, 10 ans, les cheveux attachés à la hâte avec un ruban usé, se tenait sur une chaise, s'efforçant d'atteindre la cuisinière pour remuer une petite casserole de liquide. La casserole ne contenait que de l'eau et quelques rondelles de carottes. À la table de la cuisine, Léo, son fils de 3 ans, était affalé, endormi sous une fine couverture, le visage rouge de fièvre. Jean resta figé. Après un moment, il s'approcha. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ?» Elle sursauta, se retournant vivement. Ses yeux s'écarquillèrent, une lueur de peur mêlée de soulagement. J'essayais de préparer quelque chose pour Léo. Il n'a pas eu son repas du soir et maman n'est pas encore rentrée. Sa voix était faible, s'étranglant dans sa gorge. Jean regarda autour de lui dans la cuisine. L'évier était rempli de vaisselle sale, la table était encombrée, et une partie du comptoir présentait des taches séchées et encroûtées. Il ouvrit le réfrigérateur. Il était presque vide, ne contenant qu'une brique de lait proche de sa date de péremption. Il virait une somme fixe chaque mois, assez pour s'assurer que cette maison ne manque de rien. Il se pencha et toucha le front de Léo. Il irradiait de chaleur. Pas de médicaments, pas de surveillance d'un adulte. Jean se tourna de nouveau vers Chloé. Elle essayait de garder son sang-froid, ses petites mains jointes. « Où est ta mère ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle reviendrait bientôt, » répondit-elle, baissant les yeux vers le carrelage. Jean souleva doucement Léo. Le petit corps était mou dans ses bras. L'odeur de sueur mêlée de lait caillé et ranci qui se dégageait des vêtements de l'enfant forma une boule douloureuse dans sa gorge. Il monta les 2 enfants à l'étage, alluma les lumières et fouilla l'armoire à pharmacie. Le flacon de remède contre la fièvre ne contenait que quelques comprimés. Il prépara un verre d'eau et aida Léo à s'asseoir pour prendre le médicament. Chloé se tenait à côté de lui, regardant en silence, essuyant de temps en temps le front de son frère avec un chiffon. Une fois Léo installé et de nouveau endormi, Jean tira une chaise à côté du lit. Il balaya la pièce du regard. Quelques dessins de Chloé étaient accrochés de travers au mur, et plusieurs jouets cassés gisaient éparpillés. Il y a 6 mois, cette pièce débordait de joie, maintenant, il n'y avait que la respiration régulière de l'enfant endormi. Il sortit son téléphone et essaya d'appeler Monique, la femme de ménage de longue date qui était avec la famille depuis avant le décès de sa première femme,
mais l'appel échoua. Il réessaya, toujours rien. Un sentiment d'effroi lui parcourut l'échine. De retour dans la cuisine, il débarrassa la vaisselle et mit le maigre bouillon restant au réfrigérateur. Dans la poubelle, il remarqua des emballages de plats à emporter, des bouteilles de vin vides et une pile de reçus de restaurants haut de gamme et chers. Un reçu était encore lisible, avec la date et l'heure, il y a 3 nuits, au centre-ville de Marseille. Il s'assit, sa main retournant les reçus, ses yeux traçant les chiffres. Des dîners somptueux, des vins coûteux, des desserts délicats. Ce montant aurait pu nourrir ses enfants pendant un mois. Jean regarda la cuisine froide. La lumière du plafonnier illuminait son visage, gravant des lignes d'épuisement et de tension. Sur le comptoir de la cuisine se trouvaient 2 photos encadrées. L'une de 3 au parc au printemps dernier, Chloé souriant vivement, Léo perché sur ses épaules. L'autre était de Valérie lors d'un gala d'entreprise, dans une robe de soirée, avec un sourire acéré et calculé. Il fixa la 2e photo pendant un long moment, un sentiment de malaise grandissant. Elle était une professionnelle des relations publiques, belle, éloquente et bien connectée. Quand ils se sont mariés, il croyait qu'elle était assez gentille pour être une mère pour ses 2 enfants. Pendant ces 6 mois d'absence, elle envoyait des SMS tous les jours, disant que les enfants allaient bien, que la maison allait bien, qu'il lui manquait. Maintenant, la maison semblait abandonnée. Il alluma les lumières du salon, inspectant chaque recoin. Dans le meuble-bar, plusieurs bouteilles de vin ouvertes, quelques nouveaux sacs de créateurs éparpillés, et sa carte de crédit supplémentaire manquait à son portefeuille. Il s'assit, ouvrit sa tablette et vérifia ses comptes. Les virements mensuels d'argent de poche étaient effectués régulièrement, mais il n'y avait aucune transaction pour les frais de scolarité ou la garderie. Dans le couloir, l'horloge murale continuait de faire tic-tac. Jean avait l'impression que chaque son dans la maison était inconnu. Il regarda vers l'escalier, où Chloé venait de descendre, serrant un ours en peluche. « Papa, maman rentre souvent très tard. » « Parfois, elle ne rentre pas du tout, » chuchota-t-elle, sa voix semblant avoir peur de parler. Jean était sur le point de poser plus de questions, mais Chloé avait déjà baissé la tête, s'était dirigée vers le canapé et s'était assise. Il tira la couverture sur elle, lui caressant doucement les cheveux. Ils restèrent assis en silence, sans dire un mot de plus. Un instant plus tard, alors que Jean s'apprêtait à se lever pour vérifier le jardin, le bruit de la serrure de la porte d'entrée tournant résonna. La porte principale s'ouvrit, et le cliquetis rythmé des talons résonna sur le parquet. Il se retourna. Valérie entra, son manteau négligemment drapé, ses cheveux coiffés légèrement en désordre, et l'odeur mêlée de parfum et de vin planant autour d'elle. Son regard se figea lorsqu'elle vit Jean debout près de la porte de la cuisine. Dans sa main se trouvait le reçu du restaurant. La lumière d'en haut brillait, se reflétant sur le papier et sur son visage, fatigué, méfiant et froid. Personne ne parla. Seule une valise restait près de la porte, pas encore montée. Dans ce moment silencieux, la maison semblait retenir son souffle. Chloé appela doucement, « Papa ». Jean ne se retourna pas. Il resta debout, le regard fixé dans les yeux de sa femme, tandis qu'elle arborait un léger sourire, inclinant légèrement la tête comme si elle débattait de ce qu'il fallait dire en premier. La porte se referma derrière elle, laissant un espace sombre et ambigu entre deux, où une conversation n'avait même pas commencé, mais où quelque chose de fondamental s'était déjà fracturé à l'intérieur de Jean. Valérie resta près de la porte pendant quelques secondes avant d'afficher rapidement un sourire, comme si tout était parfaitement normal. Elle posa son sac à main sur la table, enleva son manteau et prétendit qu'elle était à une collecte de fonds pour une œuvre de charité que Jean avait précédemment soutenue, ajoutant « Tu es rentré plus tôt que prévu. Je suis tellement surprise. » Elle s'approcha, lui donnant un rapide baiser sur la joue. Le mélange de parfum et d'une légère odeur de vin persistait, ce que Jean remarqua mais choisit de ne pas mentionner. Il hocha seulement légèrement la tête, ses yeux jetant un bref coup d'œil à l'horloge murale. 3 heures. Parlons-en demain matin, dit-il, la voilasse. Bien sûr, répondit rapidement Valérie, se dirigeant vers la cuisine pour se verser un verre d'eau. Lorsque la lumière l'éclaira, elle aperçut les bouteilles de vin vides que Jean n'avait pas retirées de la poubelle. Ses yeux les parcoururent, puis se baissèrent rapidement. Jean monta à l'étage, s'arrêtant devant la porte de la chambre des enfants. Chloé était recroquevillée, endormie à côté de son petit frère, le visage enfoui dans un oreiller. Il remonta la couverture sur eux,
un sentiment de malaise indéfini montant en lui. En bas, le léger tintement du verre posé sur le comptoir résonna, suivi du silence. Le lendemain matin, la maison était baignée de lumière, et l'arôme du café emplissait la cuisine. Valérie apparut dans un peignoir blanc, les cheveux soigneusement attachés, arborant un sourire joyeux. Le petit déjeuner était servi, croissants, œufs et jus d'orange. Tout était bien rangé, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un rêve. Chloé était assise à côté de son frère, les mains posées sur ses genoux, les yeux fixés sur son assiette sans toucher à la nourriture. Valérie bavardait naturellement, parlant de la maison, interrogeant Jean sur ses partenaires européens et les projets d'expansion sur de nouveaux marchés. Jean répondit brièvement, mais l'image du réfrigérateur vide le hantait toujours. Il observa sa femme, remarquant un nouveau bracelet, une montre coûteuse et des chaussures inconnues. Valérie mentionna que « les enfants t'ont terriblement manqué. J'ai appris le piano à Chloé et j'ai inscrit Léo dans un centre d'éveil. » Jean hocha la tête. « C'est bien, mais où est Monique ? » « Je ne l'ai pas vue. »« Monique a demandé un congé, » répondit rapidement Valérie, son ton léger. « Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. J'allais trouver quelqu'un de nouveau, mais je n'ai pas encore eu l'occasion. » Jean ne dit rien de plus. Il tenait sa tasse de café, regardant le jardin à travers la vitre. L'herbe était envahie par les mauvaises herbes, et la piscine était remplie de feuilles séchées. De petits détails qui le frappèrent comme étranges. Quand Monique travaillait ici, tout était méticuleux et étincelant. Alors qu'il sortait pour vérifier, Valérie débarrassa la table. Elle l'interpella, « Chloé a été un peu difficile ces derniers temps, probablement parce que son père lui manque. Elle a tendance à inventer des choses pour attirer l'attention, alors ne t'inquiète pas si elle dit quelque chose d'insensé. » Jean se retourna, son regard se posant sur Chloé. La jeune fille leva brièvement les yeux, puis les baissa rapidement, ses doigts agrippant le bord de la table. « J'ai beaucoup voyagé. »« Est-ce que je t'ai manqué ?» demanda-t-il. Chloé hocha doucement la tête. « Oui, tu m'as manqué. As-tu été sage à la maison ?» Avant que Chloé ne puisse répondre, Valérie intervint, maintenant son sourire. « Bien sûr qu'elle l'a été, mais parfois elle est un peu sujette à la rêverie. Je lui apprends à être plus dur. » Jean hocha simplement la tête, sans rien dire de plus. Il sentait que chaque réponse était trop parfaite, comme si elle était répétée. Vers midi, son téléphone vibra. C'était son assistant de Paris, l'informant de documents urgents nécessitant sa signature. S'il n'était pas complété dans les 2 semaines, le contrat serait retardé. Valérie s'approcha, posant une main sur son épaule, sa voix douce comme la rosée. « Tu devrais y retourner. Ne t'inquiète pas, je peux tout gérer ici. » Jean regarda l'écran du téléphone, puis les 2 enfants assis à table. Léo jouait avec une cuillère tandis que Chloé était assise tranquillement, le regardant sans rien dire. Ce regard lui serra la poitrine. « Je ne serai parti que pour une courte période, » dit-il, comme pour se rassurer. Valérie sourit. « Concentre-toi simplement sur ton travail. J'ai juste besoin que tu te sentes en sécurité. » Lorsque l'appel se termina, Jean monta à son bureau. Il tria des papiers et appela son assistant pour confirmer le vol. Devant sa porte, la voix basse de Valérie résonna, étouffée. Il n'entendit pas tout, remarquant seulement vaguement Chloé passer, les yeux légèrement rouges. Un instant plus tard, Valérie frappa et apporta une tasse de café. « Combien de semaines seras-tu parti ? » « Peut-être 3. Ensuite, j'emmènerai les enfants chez ma mère pour leur changer les idées. » Jean acquiesça d'un léger signe de tête, sans s'y opposer. Il savait que la mère de Valérie vivait en Californie, à 2 États de là, mais l'image de Chloé seule dans la cuisine la nuit dernière résonnait encore dans son esprit. Dans l'après-midi, il se rendit dans le jardin. L'herbe lui arrivait presque aux genoux, et des feuilles séchées couvraient la surface de la piscine. Il resta là à regarder pendant un long moment, comme s'il essayait de trouver une réponse au sentiment omniprésent d'effroi. Quand il rentra, il vit Valérie et Chloé dans la cuisine. Elle disait quelque chose à voix basse, sa main posée sur l'épaule de la jeune fille. Chloé avait la tête baissée, les épaules voûtées. En le voyant, Valérie se retourna et sourit. « Je lui ai dit de se réveiller tôt demain pour te dire au revoir à l'aéroport. » Jean les regarda, hocha la tête et monta directement à l'étage. Cette nuit-là,
Il ferma son ordinateur portable et sortit dans le couloir. Une fine bande de lumière brillait depuis la chambre du deuxième étage. Il entendit de petits pas, puis le son d'une porte se fermant doucement. Il se tint au bas de l'escalier, regardant vers le haut. L'ombre de Valérie vacilla au-dessus, sa main posée sur l'épaule de Chloé. La lumière dorée les baignait toutes les deux, créant une scène à la fois familière et totalement étrangère. La porte du deuxième étage se ferma. Le son était doux, mais atterrit comme une lourde pierre dans son cœur. Chloé entra, ses petits pas hésitants, lents et réguliers. 2 semaines plus tard, Jean était de retour en Europe, finalisant la conclusion de l'affaire majeure. Le matin avant son vol, il vira des frais de subsistance supplémentaires à la famille, joignant un court message « Assure-toi que les enfants mangent bien et s'il te plaît, transmets mes salutations à l'institutrice de Chloé. » Valérie répondit instantanément avec un emoji cœur et la phrase « Tout va bien, ne t'inquiète pas ». Pendant ses jours à Paris, Jean essaya de maintenir le contact. Chaque appel vidéo mettait en scène une Valérie joyeuse, des lumières vives dans la maison et une table dressée avec divers plats. Chloé et Léo étaient assis à côté d'elle, agitant docilement la main. Mais ce qui attira son attention, c'est que lorsque Valérie quittait momentanément le cadre, Chloé regardait directement l'écran, secouait la tête presque imperceptiblement, puis baissait rapidement les yeux. Un geste minuscule, mais qui le hantait. Quelques jours plus tard, au milieu d'une réunion avec ses partenaires, Jean reçut un email de l'école primaire de Chloé. L'objet était succinct, statut scolaire de l'élève, Chloé Dubois. Le contenu indiquait que la jeune fille avait manqué l'école à plusieurs reprises, n'avait pas soumis ses devoirs, et que le paiement des frais de scolarité du mois précédent avait été retourné. Il fronça les sourcils, vérifiant son compte. L'argent pour les frais de scolarité était toujours viré régulièrement. Jean appela immédiatement Valérie. « Pourquoi l'école dit-elle que Chloé manque les cours ?» Sa voix était aérienne. Elle avait la grippe. Léo avait aussi de la fièvre. J'ai demandé quelques jours de congé. Je suppose que l'école n'a pas mis à jour ses dossiers. L'as-tu emmené chez un médecin? Oui, c'était juste un léger rhume. Ne t'inquiète pas, concentre-toi sur ton travail là-bas. Il resta silencieux quelques secondes avant de hocher la tête. D'accord, envoie-moi une photo de l'ordonnance, s'il te plaît. Absolument, sourit-elle, mais plus tard, il ne reçut jamais aucune image d'une ordonnance. Plus tard cette semaine-là, son téléphone vibra. Un SMS de Monique, l'ancienne femme de ménage. Je m'excuse d'être partie si brusquement. Je ne pouvais plus rester dans cette maison. L'atmosphère était trop lourde. J'espère que les enfants vont bien. Jean répondit par SMS, demandant des éclaircissements, mais ne reçut aucune réponse. Le dernier message s'arrêta là. Pendant ce temps, de retour en Provence, Valérie commença à déléguer toutes les tâches ménagères à Chloé. La jeune fille se réveillait tôt, faisait la lessive, nettoyait la cuisine, nourrissait son frère, puis le mettait à la sieste. Quand Valérie était au téléphone, Chloé portait Léo dans leur chambre, essayant de rester silencieuse. Chaque fois qu'elle entendait les pas de sa belle-mère dans les escaliers, ses petites épaules se voûtaient légèrement. Dans l'après-midi, une voisine, Madame Marie, vit Chloé sortir les poubelles. « Je n'ai pas vu ta maman vous emmener vous promener depuis un moment, commenta-t-elle. Chloé offrit juste un petit sourire, sa réponse brève, « Maman est occupée par son travail. » Ce soir-là, dans la petite chambre à l'étage, Chloé ouvrit son vieux cahier, écrivant au crayon d'une écriture faible, « Léo n'a rien eu à manger aujourd'hui. Maman a dit qu'on devait économiser. Léo a pleuré, alors je lui ai donné mon morceau de pain. » L'écriture était tremblante mais régulière, tout comme la façon dont elle essayait de garder son sang-froid à travers chaque longue journée. À Paris, Jean termina sa réunion tard. Quand il retourna à l'hôtel, il vit un message de son ami proche, Stéphane Fournier, son avocat. « Jean, j'ai vérifié le fonds en fiducie. Il y a un retrait inhabituel de près de 400 000 €, transféré sur un compte d'entreprise privée nommé R. H. Management. Valérie l'a signé. L'as-tu autorisé? » Jean s'arrêta au milieu du couloir, agrippant son téléphone. Il ouvrit son ordinateur, se connecta aux comptes familiaux. Tout était clair. 400 000 € s'étaient volatilisés en 3 transactions. Il appela Valérie. Le téléphone sonna longtemps, sans réponse. Bien plus tard dans la soirée,
elle le rappela en vidéo. Son visage était joyeux, ses cheveux soigneusement attachés, avec un arrière-plan vivement éclairé. « Chérie, j'allais te le dire, mais tu as été si occupée. J'ai investi l'argent. Un ami dans la finance m'a dit que ce projet avait des rendements élevés. Je prévois de créer un fonds universitaire privé pour Chloé. » Jean regarda l'écran. « Quel ami ?» Elle sourit. « Quelqu'un que tu connais. Nicolas Leroy. Tu te souviens de l'avoir rencontré à la fête de Boston l'année dernière ?» Il ne répondit pas. Ses yeux étaient brillants, sa voix stable, mais quelque chose dans sa façon de parler le glaça. « Ne t'inquiète pas, j'ai tout planifié soigneusement. Quand tu reviendras, je te montrerai tous les documents. » L'appel se termina. Jean fixa l'écran sombre. Juste avant que l'image ne se ferme, il crut voir Chloé tenant Léo dans ses bras. Les yeux de la jeune fille baissés, ses épaules tremblant légèrement. Il dormit à peine cette nuit-là. Le lendemain matin, il envoya un SMS à Philippe, le gardien de sécurité de la communauté résidentielle où se trouvait sa maison. « Philippe, pourriez-vous s'il vous plaît vérifier les caméras du quartier des dernières semaines? J'ai besoin de savoir si ma femme est rentrée tard fréquemment. » Une minute plus tard, Philippe répondit par SMS, « Êtes-vous sûr de vouloir savoir ?» Jean se pencha en arrière dans sa chaise, fixant intensément le message. Il tapa en retour, « Oui. » Près d'une heure plus tard, Philippe envoya un court fichier vidéo. L'image était granuleuse, en noir et blanc, mais suffisamment claire. Valérie quittant la maison à 23h47, portant une robe sombre, montant dans une berline argentée. Un homme attendait dans la voiture, lui ouvrant la porte. La voiture sortit du portail, ses feux arrière s'éloignant dans l'obscurité. Jean fixa l'écran du téléphone. L'air dans la chambre d'hôtel était étrangement silencieux. Le climatiseur bourdonnait régulièrement, mais semblait distant. Il repassa la vidéo, avançant lentement image par image, ses yeux suivant les phares de la voiture disparaissant au dernier virage. À ce moment, quelque chose en lui se fractura, subtil mais définitif. Sa main se serra. La lumière de l'écran se reflétait sur son visage las. La nuit parisienne passa dans un silence lourd. Jean était assis à la table, la lumière bleue de l'écran de son ordinateur se reflétant sur son visage fatigué. Il rouvrit les images que Philippe avait envoyées, zoomant sur le visage de l'homme dans la voiture avec Valérie. Il portait un costume sombre, ses cheveux gominés en arrière, souriant de côté, sa main posée intimement sur son épaule. Ce geste, naturel, proche, noua l'estomac de Jean. Il fit une capture d'écran et l'envoya à Stéphane. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. Stéphane parla de manière succincte, l'homme sur la photo est Nicolas Leroy, un négociant en investissement douteux de Boston qui a collaboré avec ton entreprise il y a 2 ans. J'entends dire qu'on l'a vu avec Valérie à quelques événements récemment. Jean ne répondit pas immédiatement. Dehors, les lumières de la ville se reflétaient sur les vitres, se brouillant sous la pluie. Il resta assis, immobile, n'entendant que le battement rapide de son propre cœur. Finalement, il parla doucement, « Aide-moi à tracer les fonds de la fiducie. Elle les a peut-être transférés via son entreprise. » Stéphane acquiesça, sa voix devenant sérieuse. « Jean, tu dois rentrer à la maison bientôt. Je pense que quelque chose ne va vraiment pas. » Le lendemain matin, Jean appela l'école primaire de Chloé. La voix de l'institutrice à l'autre bout du fil était hésitante. « Excusez-moi, qui est à l'appareil ? » « Je suis Jean Dubois, le père de Chloé. » Une pause, puis la voix de l'institutrice s'adoucit. « Je suis si contente que vous appeliez. J'ai essayé de joindre la famille plusieurs fois, mais personne n'a répondu. » Jean fronça les sourcils. « Est-ce qu'elle va à l'école ?» Sandrine Moreau, l'institutrice principale, soupira. « Chloé a manqué plus de la moitié du mois maintenant. Quand elle vient, elle est souvent fatiguée, mince et par la peine. J'ai remarqué des égratignures sur son bras, et quand j'ai demandé, Chloé a dit que c'était son chat, mais j'ai l'intuition que quelque chose ne va pas. » Jean serra le téléphone, sa poitrine brûlant. « Avez-vous prévenu quelqu'un ? » J'ai fait un rapport au service de protection de l'enfance, dit lentement Sandrine, mais ils ont suspendu l'enquête après avoir rencontré la mère de Chloé. Elle a fourni des notes médicales affirmant que l'enfant avait une allergie cutanée, signée par le médecin de famille. L'affaire a été classée faute de preuves suffisantes.
Jean ferma les yeux, sa respiration saccadée. Sa voix baissa. Merci. S'il vous plaît, ne mentionnez cet appel à personne. Je serai de retour bientôt. Oui, j'espère juste que Chloé ira bien, répondit Sandrine. Après avoir raccroché, Jean resta assis, immobile, pendant un long moment, regardant fixement dans le vide. Il pouvait sentir le tremblement de la main qui tenait le téléphone. Les pièces éparpillées commençaient à s'assembler, les blessures mineures, le départ de Monique, les fonds manquants, les images nocturnes. Il n'attendit pas plus longtemps. Vers midi, il changea pour le premier vol de retour vers Marseille. Stéphane appela juste au moment où il faisait sa valise. « J'ai des nouvelles. » La voix de son ami était stable mais tendue. Elle a retiré presque la totalité du fonds en fiducie, environ 480 000 €. L'argent a été transféré à une société de conseil nommée R. H. Management. Jean s'arrêta, agrippant la poignée de sa valise. R. H. Répéta-t-il. Pour Nicolas Leroy. Correct. Je continue de tracer les fonds, mais tu dois te préparer. Tous les signes indiquent que c'est plus qu'une simple affaire personnelle. Jean ne répondit pas. Il regarda par la fenêtre de l'aéroport l'avion qui attendait sur le tarmac, le ciel d'un gris de plomb sombre. Dans son cœur, la douleur et le vide se mêlaient comme une fissure qui s'étendait lentement. Pendant le vol de retour, il resta assis en silence, tenant son téléphone, rejouant d'anciens clips vidéo. Dans chaque appel, Chloé évitait de regarder sa mère. Une fois, la jeune fille riait, mais quand Valérie lui toucha l'épaule, le rire cessa instantanément. Il le regarda des dizaines de fois, jusqu'à ne plus savoir ce qui le regardait, seulement que ses yeux le piquaient. Quand l'avion atterrit, le ciel de Marseille était couvert. Il loua une voiture et rentra chez lui sans prévenir. La route familière défilait lentement par la fenêtre, chaque virage semblant une éternité. La maison de campagne apparut à travers la brume, les lumières du portail allumées, mais tous les stores étaient baissés. Jean s'arrêta, sortit de la voiture. Le bruit du vent bruissant dans les arbres était froid et sec. Il ouvrit la porte avec l'ancien code, la serrure cliquant doucement. Pas de bruits humains. La maison était sombre, seule la faible odeur de vieux parfums et de vin persistait. Il alluma les lumières du salon. La table de la salle à manger était vide, le sol impeccablement propre, au point d'être stérile. Sur le canapé, quelques jouets d'enfants étaient éparpillés. Il traversa le couloir, s'arrêtant lorsqu'il vit une petite valise ouverte dans un coin. À l'intérieur se trouvaient quelques ensembles de vêtements d'enfants, un cahier d'école et une photographie. Il ramassa la photo. C'était une photo de 3 au parc l'été dernier, le sourire de Chloé radieux. À côté se trouvait le cahier bleu usé. Jean l'ouvrit. L'écriture tremblante de Chloé couvrait les pages. Maman a dit de ne pas appeler papa. Je ne sais pas ce qu'on mangera demain. Léo a pleuré, alors je lui ai chanté une chanson. Sa main se figea sur la page. Une douleur informe se répandit soudain dans sa poitrine. Il s'assit et lut quelques lignes de plus. Papa me manque. Maman a dit que je ne devrais pas le regretter, mais c'est plus fort que moi. Il referma le cahier, les yeux fixés sur l'escalier. L'étage était silencieux. Tout était si calme qu'il pouvait entendre les battements de son propre cœur. Il se dirigea vers la fenêtre du salon, regardant le jardin. L'herbe était haute, la piscine couverte d'une épaisse couche de feuilles. La maison, autrefois symbole de sa réussite, ressemblait maintenant à une coquille vide, belle, froide et silencieuse. Juste à ce moment, le bruit d'un moteur de voiture résonna depuis le portail. Les phares balayèrent le jardin. Jean se figea, le cahier toujours à la main. Le bruit d'une portière de voiture s'ouvrant, puis un petit rire étouffé parvint à travers la vitre. Une forte odeur de parfum entra avec le courant d'air. Il se dirigea vers le milieu de la pièce, regardant vers la porte principale. Le cliquetis régulier des talons hauts sur le sol, chaque pas un battement dans son cœur. La porte s'ouvrit. Valérie entra, les cheveux coiffés, portant un manteau coûteux, le visage légèrement maquillé. À côté d'elle se tenait Nicolas Leroy, l'homme de la photo. Il était grand, le visage détendu, ses yeux balayant la maison comme si elle lui était familière. Valérie dit quelque chose doucement,
son rire se mêlant au son doux des clés tombant sur la table. Jean ne parla pas. Il resta debout au milieu de la pièce, serrant le cahier de Chloé. Valérie le vit la première. Le sourire sur son visage vacilla, un bref éclair de surprise dans ses yeux, qui revint rapidement à la normale. Elle retira lentement ses gants, les plaça dans son sac à main et fit un pas en avant, sa voix calme. « Tu es de retour. Je ne savais pas que tu arrivais aujourd'hui. » Jean resta immobile, son regard fixé sur elle, inébranlable. La pièce plongea dans un silence pesant. L'horloge murale faisait un faible tic-tac, le vent à l'extérieur de la fenêtre faisait flotter le fin rideau. Nicolas regarda autour de lui, se racla doucement la gorge, ayant peut-être l'intention de dire quelque chose, mais se tut en voyant les yeux de Jean. Dans la main de Jean, le cahier de Chloé restait ouvert, la page tremblant légèrement avec son souffle. La lumière du couloir brillait, les illuminant tous les trois postures distinctes dans un espace à la fois familier et étrange, un homme qui venait de rentrer, une femme qui cachait quelque chose, et un étranger essayant de comprendre où il avait bien pu se tromper. Le salon était encore baigné de la chaude lumière jaune du plafonnier, mais l'air semblait vidé de toute chaleur. Valérie marqua une pause, puis offrit un léger sourire. « Voici Nicolas Leroy, dit-elle, la voix légère, un nouveau partenaire d'investissement pour l'entreprise. Il est juste passé pour régler quelques détails du projet. » Nicolas tendit la main, son sourire amical mais ses yeux évaluateurs. « Heureux de te revoir, Jean. Ça fait un bail, n'est-ce pas ?» Jean ne prit pas la main, choisissant de le regarder droit dans les yeux. « Je pense que nous pourrons parler plus tard, » répondit-il sèchement. « Pour l'instant, j'ai besoin de parler à ma femme en privé. » Le coin de la bouche de Nicolas se contracta, puis il acquiesça légèrement, reprenant son manteau. Valérie le raccompagna jusqu'à la porte, sa voix basse, essayant de garder son sang-froid. « Je t'appellerai plus tard, ne t'inquiète pas. » Quand la porte se referma, le bruit de ses talons résonna lentement sur le parquet. Elle se retourna, son expression entièrement changée. « Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Une scène ?» Jean posa le cahier de Chloé sur la table, ouvrit quelques pages et montra l'écriture. « Est-ce que tout ça est dans sa tête ?» Elle y jeta un coup d'œil, les sourcils froncés, puis haussa les épaules. L'enfant griffonne des bêtises. Elle est facilement obsédée ces derniers temps. J'envisageais de l'emmener voir un thérapeute. Jean leva les yeux. J'ai tout lu. Je lis qu'elle n'avait pas le droit de m'appeler, qu'il n'avait rien à manger. Comment expliques-tu ça ? Valérie croisa les bras. Tu es parti 6 mois, me laissant tout gérer. Maintenant, tu entends quelques griffonnages d'une gamine et tu doutes de moi. Elle a une imagination débordante, tu le sais. Et le fond en fiducie ? La voix de Jean était basse, chaque mot distinct. Je l'ai investi pour l'avenir de Chloé. Tu ne crois qu'aux chiffres, tu ne comprends pas mon plan à long terme. Je veux voir le rapport, déclara-t-il. Elle retroussa les lèvres, de la froideur dans son ton. Tu viens de rentrer, tu es fatigué. Ne transforme pas cette maison en tribunal. Je te le montrerai demain. Pour l'instant, j'ai besoin de me reposer. Elle se tourna pour partir, ses talons claquant doucement sur le sol. Jean la regarda, se sentant submergé par un mélange de colère et de déception. Il ramassa le cahier et le monta dans la chambre de Chloé. La pièce était inhabituellement rangée, comme si elle avait été nettoyée à la hâte. Sur le bureau, un bloc de dessin était à moitié déchiré, et des morceaux de papier froissé se trouvaient dans la poubelle. Il les ramassa, essayant de les reconstituer, trouvant un dessin à moitié terminé, 3 personnes dans la cuisine, une grande ombre de dos, et un petit enfant tenant son frère au loin. Il fixa le dessin pendant un long moment, la lumière de la lampe de bureau se reflétant d'une manière qui lui serra la gorge. En bas, les pas de Valérie allaient et venaient, puis il l'entendit parler doucement au téléphone. Il sait maintenant. Ne le laisse pas découvrir l'argent. Sa voix était intermittente, basse, comme si elle essayait de la réprimer. Jean s'assit sur le lit de sa fille, écoutant le vent à l'extérieur de la fenêtre. Il savait qu'il devait rester calme, mais son cœur bouillonnait d'un mélange de rage et de frustration. Le lendemain matin, il décida de conduire Chloé à l'école. Elle était assise sur la banquette arrière, serrant son sac à dos, regardant par la fenêtre tout le long du trajet, sans échanger un mot. Quand la voiture s'arrêta devant le portail, son institutrice,
Sandrine Moreau, sortit, l'air légèrement surprise de le voir. « Bonjour, monsieur Dubois. Je suis contente que vous soyez venu. » Sa voix était calme mais sincère. Jean hocha légèrement la tête. « J'ai entendu dire que Chloé a été absente pendant un bon moment. » Sandrine regarda Chloé, puis de nouveau lui. « C'est une bonne élève, mais elle a été très anxieuse ces derniers temps. Elle prend souvent le blâme, pensant qu'elle a mis sa mère en colère. J'ai essayé de lui parler, mais il semble qu'elle ait peur de s'exprimer. » Elle sortit quelques aquarelles de sa poche. « Je les ai gardées pour vous. Chloé dessine beaucoup, mais ils sont tous similaires, une maison sombre avec seulement une lumière dans la cuisine. » Jean les prit, examinant chacun d'eux. Des couleurs sombres pressées les unes contre les autres, avec seulement une petite zone claire au centre où les deux enfants étaient assis ensemble. Il ne parla pas, les plia simplement en silence et les mit dans la poche de sa veste. « Merci, dit-il, la voix profonde. » Sandrine toucha légèrement le bras de Chloé. « Détends-toi maintenant. Tes professeurs ici se soucient tous de toi. » Chloé hocha la tête, offrant un petit sourire, mais il fut fugace. Quand ils remontèrent dans la voiture, Jean regarda dans le rétroviseur, voyant l'institutrice toujours debout, les yeux inquiets. Sur le chemin du retour, le téléphone de Jean sonna. C'était la société de sécurité résidentielle. « Monsieur, votre système de sécurité domestique a été désactivé pendant plus d'un mois, à la demande de Madame Valérie pour un entretien de routine. Nous venons de le vérifier à nouveau lorsque vous avez réactivé votre compte principal. » Jean raccrocha, silencieux, son doigt tapotant légèrement le volant. Dans son esprit, toutes les pièces commençaient à s'emboîter, assez pour former une image qui le glaça jusqu'à la moelle. Ce soir-là, lorsque Valérie quitta la maison pour une destination inconnue, il ouvrit son ordinateur, se connectant à son compte de stockage en nuage, le seul auquel il avait un accès exclusif. Des dizaines de fichiers vidéo apparurent, enregistrant des scènes à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. La plupart n'étaient que des images vides, les lumières éteintes, mais dans quelques clips, il vit Valérie aller et venir avec Nicolas, portant parfois de grands sacs en papier, riant et parlant. Jean regarda pendant un long moment. Aucune des images n'était trop explicite, mais c'était suffisant pour qu'il comprenne tout. Il téléchargea toutes les données, les sauvegardant sur un disque dur, étiquetant chaque jour et chaque heure. Une fois terminé, l'écran afficha le message « Téléchargement terminé ». Il éteignit l'ordinateur, se pencha en arrière dans sa chaise et ferma les yeux. Un léger coup retentit à la porte. « Papa ?» Chloé se tenait sur le seuil, serrant une petite couverture. « Je n'arrivais pas à dormir. Je veux juste m'asseoir près de toi un peu. » Jean ouvrit les bras. « Viens ici. » La jeune fille grimpa sur le canapé, se blottissant dans la couverture. Il tira la couverture sur elle, allumant une faible lumière. La douce lueur tomba sur son petit visage mince. Ses lèvres tremblaient légèrement, même dans son sommeil. Jean resta assis à la regarder, un sentiment de culpabilité l'envahissant, épais et lent. Il avait trop fait confiance à un faux sentiment de sécurité, et maintenant tout s'effondrait autour de ses deux enfants. L'horloge faisait un tic-tac régulier en bas. Une alerte de message texte retentit du téléphone de Valérie. Une vibration courte et claire dans le salon. L'écran de son téléphone s'alluma, affichant un SMS. « S'il découvre, je m'occuperai du reste. Laisse-moi juste gérer. » Valérie entra, prit son téléphone et le lut. Aucune expression. Elle supprima le message et éteignit l'écran. La lumière de la cuisine illuminait son visage, fin et froid. Sur le comptoir, une grande enveloppe ouverte gisait. À l'intérieur se trouvaient des bordereaux de retrait bancaire, et à côté, les clés de la voiture de Nicolas étaient soigneusement posées. Elle toucha l'enveloppe, les yeux vides un instant fugace, puis la referma doucement. L'espace autour d'elle était d'un silence de mort, seule la faible lumière jaune brillait sur la moitié de son visage où le sourire avait depuis longtemps disparu. Le ciel matinal de Marseille était d'un gris lourd. Jean se rendit au bureau de Stéphane en centre-ville. Sur le siège à côté de lui se trouvait un petit disque dur noir, ainsi qu'une pile soignée de documents financiers réorganisés. Il n'alluma pas la radio, ne regarda pas dehors. Il garda ses mains fermement sur le volant. Chaque action dans son esprit était maintenant un plan, clair et impitoyable. Stéphane l'accueillit à la porte.
Le bureau était vivement éclairé, et la riche odeur de café imprégnait l'air. Jean posa le disque dur et les dossiers sur la table, les poussant vers son ami. Tout est là, dit-il doucement. Vidéo du système de sécurité, transactions et copie des documents du fonds en fiducie. Stéphane hocha la tête, mit ses lunettes et ouvrit son ordinateur portable. Des images défilèrent sur l'écran, Valérie quittant la maison tard dans la nuit avec l'homme qu'ils connaissaient tous les deux, suivi d'images de transfert d'argent et de procuration signées de son nom. À chaque détail, le visage de Stéphane devenait plus sombre. Après quelques instants de silence, il leva les yeux. « Jean, c'est plus que suffisant. Tu peux demander un gel temporaire des avoirs. Je vais commencer les démarches tout de suite. » Jean se pencha en arrière dans sa chaise, les mains jointes. « Je ne veux pas de scandale. J'ai juste besoin que les enfants soient en sécurité. Nous suivrons la procédure légale appropriée, répondit fermement Stéphane. Je contacterai le tribunal aujourd'hui. Pendant qu'il parlait, le téléphone de Stéphane vibra. Il lut le SMS, son expression changeant instantanément. Dernière nouvelle de la banque, dit-il rapidement. Une somme importante vient d'être retirée du compte de réserve en utilisant une procuration avec l'approbation de Valérie. Si elle parvient à obtenir l'argent liquide, il nous sera difficile de le récupérer. Jean se leva, ne parlant presque pas, hochant seulement la tête. Je dois y aller. Stéphane le suivit. Qu'est-ce que tu prévois de faire? Rentrer à la maison, répondit Jean, la voix basse. Je dois m'assurer qu'elle n'est pas encore partie. Il quitta le bureau, conduisant rapidement à travers les rues bondées. À un feu rouge, il appela immédiatement Sandrine, l'institutrice de Chloé. Mademoiselle Moreau, c'est Jean Dubois. Pouvez-vous garder Chloé et Léo à l'école jusqu'à ce que j'arrive? C'est urgent. Sandrine répondit simplement, bien sûr. Je resterai avec les enfants. Il réussit un rapide merci avant de raccrocher et d'accélérer. La route menant au village était longue et sinueuse, les arbres projetant des ombres mouchetées à travers la vitre de la voiture. Dans son esprit, tous les autres sons semblaient s'estomper. Il n'y avait qu'une seule pensée, il devait sortir ses enfants de cette maison avant qu'il ne soit trop tard. Quand la voiture tourna dans le portail de la maison, Jean remarqua immédiatement quelque chose d'inhabituel. La porte du garage était ouverte, la lumière du salon allumée, mais il n'y avait aucun bruit de personne. Il poussa la porte d'entrée, le vent du jardin le suivant à l'intérieur. Dans le salon, une valise gisait ouverte sur le canapé. Des vêtements étaient jetés à la hâte à l'intérieur, ainsi que des passeports, quelques cartes de crédit et une pile d'argent liquide posée sur la table. Sur le comptoir de la cuisine, un reçu soigneusement imprimé gisait, un billet d'avion aller simple pour Los Angeles. Le nom sur la réservation, Valérie Leroy. À côté se trouvait le passeport de Nicolas Leroy. Jean fixa le papier, sentant comme si toute sa force vitale lui avait été retirée. Chaque hypothèse était correcte. Il prévoyait de s'enfuir ensemble. Il monta rapidement les escaliers jusqu'à la chambre principale. L'armoire était grande ouverte, les tiroirs en désordre. Au milieu des papiers se trouvait un dossier épais intitulé « Portefeuille d'investissement R. H. Management ». Il l'ouvrit. Il contenait des contrats falsifiés, des signatures copiées et des documents de transfert vers la même société. Chaque morceau de papier était une coupure froide et nette. Le son d'une voiture s'arrêtant devant le portail le fit sursauter. Jean plia les documents et descendit rapidement. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Valérie entra, portant un manteau sombre, son sac à main en bandoulière. La lumière de l'après-midi illuminait son visage, qui pâlit lorsqu'elle le vit tenant le dossier. Ils se regardèrent en silence. Pas de sourire, pas d'explication, juste une immobilité tendue, longue et froide. Valérie fut la première à parler. « Tu ne comprends rien, dit-elle lentement. Tu penses que tu es si noble? Tout ce que tu as, c'est grâce à moi qui t'ai aidé à construire ton image, tes relations, tes contrats. Tu me dois plus que tu ne le penses. » Jean ne répondit pas, se contentant de brandir la pile de papier. Le travail acharné de qui est-ce? Elle s'approcha, un faible sourire jouant sur ses lèvres. Je peux expliquer. Il y a des choses que tu ne sais pas. Pas besoin, dit-il. Chloé est avec son institutrice. Tu n'as plus à t'inquiéter pour eux.
Valérie se figea. Que as-tu fait des enfants? Je les ai protégés. Tu n'as aucun droit. Sa voix monta, tremblante. Tu es parti 6 mois et maintenant tu reviens et tu me blâmes pour tout. Jean se retourna, sortant son téléphone. Stéphane, active l'ordonnance d'urgence. À l'autre bout, la voix de Stéphane était ferme. Je contacte les autorités et les services de protection de l'enfance. Ils seront là dans l'heure. Valérie l'entendit, ses yeux changeant complètement. Une lueur d'impuissance mêlée de fureur. Elle recula, serrant la sangle de son sac à main. Tu gâches tout, dit-elle, la voix étranglée. Tu ne comprends pas ce que c'est pour moi de vivre dans cette maison. Jean resta silencieux, ne la regardant pas. Il posa le téléphone sur la table, ne parlant que doucement. C'est fini. Elle resta immobile quelques secondes, puis se détourna, se précipitant vers la porte. Son sac à main glissa de son épaule, tombant au sol. Elle se pencha pour le ramasser, sa main tremblante, et la clé de la voiture tomba et roula au loin. Le bruit d'un moteur de voiture démarra quelques minutes plus tard. Jean se tenait au milieu du salon, la lumière se reflétant sur son visage, fatigué, sans expression, comme si toute émotion avait été complètement drainée. Par la fenêtre, il vit sa voiture noire s'éloigner à toute vitesse du portail, les feux arrière balayant une longue traînée rouge sur le mur. Il ne la poursuivit pas, ne dit pas un mot. Seul le bruit du moteur s'estompa, puis disparut entièrement. Jean resta immobile, tenant toujours le dossier qu'il n'avait pas eu l'occasion de poser. Le papier dans sa main était froissé par l'humidité, mais il ne le remarqua pas. La faible lumière se reflétait sur son profil, où la colère, la douleur et le désespoir se fondaient en un gris sans nom. Il prit une profonde inspiration et appela immédiatement Stéphane. La voix de son ami à l'autre bout était rapide mais claire. Les autorités sont en route. J'ai envoyé tous les documents ainsi que l'ordonnance de gel des avoirs. Ils commenceront à travailler ce soir. Merci, répondit brièvement Jean. Je veux que tout soit conclu aujourd'hui. En moins de 10 minutes, le devant de sa maison était illuminé. 2 véhicules de patrouille s'arrêtèrent, leurs gyrophares clignotant, se reflétant sur la fine couche de brume. Un autre véhicule des services de protection de l'enfance, SPE, se gara à côté. L'agent s'approcha, présenta son badge et parla fermement. Nous avons l'ordonnance et des preuves suffisantes. Nous demandons la permission d'inspecter les lieux et de saisir la documentation pertinente. Jean hocha la tête en silence, les conduisant à l'intérieur de la maison. Pendant qu'il travaillait, il s'assit à la table et appela Sandrine. Sa voix était douce mais légèrement tremblante d'émotion. Je suis à la maison avec les enfants. Chloé n'a pas dormi, elle me tient la main très fort. Léo est fatigué, mais sa température a baissé. Gardez-les là jusqu'à ce que j'arrive, ordonna Jean. Merci, Sandrine. Pas besoin de me remercier, répondit-elle doucement. Je veux juste qu'ils soient en sécurité. Dehors, le crépitement de la radio de la police se fit entendre. Un agent s'approcha, tendant à Jean un document de confirmation. Valérie était à l'aéroport de Marseille, s'enregistrant pour un vol vers Los Angeles. Nous avons besoin de votre approbation pour autoriser son appréhension et son enquête. Jean prit le stylo et signa sans lever les yeux. Allez-y. Au même moment, Stéphane envoya un SMS. Nicolas Leroy est en garde à vue à son bureau. Accusation préliminaire, blanchiment d'argent et fraude à l'investissement. Le bureau financier est impliqué. Le message était court, mais il rendit la pièce encore plus lourde. La pluie s'intensifia, le son des gouttes frappant les avant-toits se mêlant au crépitement de la radio et au pas des gens qui allaient et venaient. Jean resta assis, immobile, regardant le rideau flotter dans le vent, le cœur vide. Cette nuit-là, après le départ des autorités, il ne retourna pas dans la vaste chambre principale. Il se rendit directement chez Sandrine, où ses enfants séjournaient. Le petit appartement était situé dans un quartier calme, une lumière chaude émanant de la fenêtre. Sandrine ouvrit la porte, le visage soulagé de le voir. « Ils dorment » chuchota-t-elle. Jean entra. Sur le fauteuil, Chloé était affalée contre lui, les yeux fermés mais ses mains agrippant toujours son bras fermement, comme si elle avait peur de le perdre. Léo était allongé sur les genoux de Sandrine, respirant régulièrement. Jean s'assit, silencieux.
Il tendit la main pour caresser les cheveux de sa fille, sentant son cuir chevelu sec et fragile. Des images défilèrent dans son esprit, les anniversaires qu'il avait manqués, les soirées où il avait écourté les appels vidéo, les promesses non tenues de « je serai bientôt à la maison ». Sandrine posa une tasse de thé devant lui. « Vous avez besoin de repos », dit-elle doucement. « Les enfants seront en sécurité cette nuit. La police a affecté quelqu'un pour surveiller le portail. » Jean la regarda, ses lèvres bougeant mais incapable de former des mots. Il hocha simplement la tête. Vers minuit, Chloé se réveilla. Voyant son père toujours assis là, elle chuchota « Ne repars pas, papa ». Il se pencha, la serrant fort, et murmura « Je n'irai nulle part ». Le lendemain matin, la première lumière filtrait à travers la fenêtre du petit appartement. Jean se réveilla, le dos endolori d'avoir dormi dans le fauteuil toute la nuit. Stéphane appela, sa voix claire. Confirmation officielle. Valérie a été placée en garde à vue à l'aéroport et est sous enquête. Les avoirs ont été gelés. Nicolas est également détenu par le FBI. Jean resta silencieux un instant, puis dit « Bien. Prépare les papiers du divorce. Je veux finaliser ça immédiatement. » « Es-tu sûr de vouloir faire ça maintenant ?» demanda Stéphane. « J'ai déjà signé les brouillons, » dit Jean, sortant le papier de sa poche et le posant sur la table. « Je ne demande qu'une chose, la garde exclusive des enfants. » Cet après-midi-là, ils accomplirent la première procédure. Jean déposa les papiers, signa son nom. Tout fut rapide et net, sans un seul mot d'accusation. Quand il rentra, il emballa quelques affaires essentielles. Il n'y avait plus aucune raison de rester dans cette maison. Il loua un petit appartement près de la baie, avec seulement 3 pièces, 2 chambres et une cuisine. La première nuit dans le nouvel endroit, la mer était calme, le vent doux. Chloé se réveilla tôt, debout près de la fenêtre, regardant l'eau. La lumière bleue chatoyante se reflétait sur son visage. Léo était allongé sur le tapis, s'exerçant à nouveau à ses premiers mots, « Papa Chloé », les syllabes étaient courtes et fragiles, mais elles semblaient réparer le cœur de Jean. La nouvelle maison était petite mais calme. Pas de dispute, pas d'odeur de vin, pas de lumière de téléphone tard dans la nuit. Seulement le son des rires des enfants et les vagues lointaines. Ce soir-là, Sandrine rendit visite. Elle apporta quelques vieux jouets et quelques livres pour enfants. « Les enfants ont besoin de temps pour guérir », dit-elle, regardant Chloé dessiner à la table. Surtout Chloé. Elle porte encore la peur, même si elle est en sécurité. Jean hocha la tête. Je sais. J'ai aussi besoin de réapprendre à être un père. Sandrine sourit doucement. Vous avez juste besoin d'être là pour eux. Quand elle partit, Jean rentra à l'intérieur. La faible lumière jaune illuminait le petit bureau. Dessus se trouvait un dessin que Chloé venait de terminer, 3 personnes assises autour d'une table à manger dans une pièce vivement éclairée, avec l'extérieur peint d'un noir profond. Pourtant, la lumière dans l'image rayonnait clairement. Jean resta immobile, sa main touchant doucement le coin du papier, sentant son rythme cardiaque ralentir. Il n'y avait aucune image de l'aéroport, aucun visage de Valérie. Seulement les 2 enfants et le silence paisible qu'il avait perdu. La lumière du salon se reflétait sur son visage, brillant doucement dans la nuit. Au début du mois de mars, Marseille commença à se réchauffer. La pluie se calma, l'air était juste assez humide et froid pour signaler le retrait de l'hiver. Jean commença à emmener Chloé et Léo à l'hôpital pour enfants de Marseille chaque matin. L'hôpital était situé sur une colline surplombant le lac Union, ses murs de verre brillant et propre reflétant le ciel pâle. Le docteur Bernard, un homme d'âge mûr aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, était celui qui s'occupait des cas des enfants. Lors du premier rendez-vous, il écouta brièvement le récit de Jean, sans jugement ni interruption, demandant seulement « Les enfants ont-ils peur des étrangers ?» Jean hocha la tête. Chloé était assise à côté de lui, serrant son frère, les yeux méfiants. Après l'examen, le docteur Bernard parla d'une voix égale. Chloé présente des signes de troubles de stress post-traumatique. Elle a vécu dans un environnement très stressant pendant trop longtemps. Léo est légèrement sous-alimenté et a besoin de temps pour récupérer. Tous 2 ont principalement besoin d'un sentiment de sécurité, pas de médicaments. Jean écouta, hochant légèrement la tête. Il savait que c'était vrai. Dans les jours passés au petit appartement,
Chloé se réveillait parfois en sursaut au milieu de la nuit, et Léo pleurait quand il entendait un vent fort. Chaque fois, il s'asseyait simplement à côté d'eux, attendant qu'ils se calment, racontant des histoires jusqu'à ce qu'ils se rendorment. Il passait presque tout son temps à l'hôpital. Le matin, il lisait les rapports de santé. L'après-midi, il s'entraînait avec les enfants dans la salle de thérapie. Léo travaillait sa motricité avec des jeux de ballon, et Chloé apprenait à dessiner pour se détendre. Le soir, il cuisinait de la soupe, mettait la table et lisait à ses deux enfants. Le petit appartement commença progressivement à ressembler à un vrai foyer. Après quelques semaines, Chloé recommença à sourire. La première fois, ce fut quand Léo prononça mal « papillon » en « papinon ». Elle éclata de rire, puis prit une feuille de papier et dessina un papillon aux ailes jaunes pâles. Jean regarda ce sourire, sentant une boule dans sa gorge. Le rire d'un enfant, un son simple qui avait été absent de sa maison pendant trop longtemps. Un après-midi, Sandrine rendit visite à l'hôpital. Elle apporta un ensemble d'aquarelles et du papier épais. « Laissez Chloé illustrer ce qu'elle veut », suggéra-t-elle, plaçant les pinceaux sur la table. Quand les enfants commencent à dessiner la lumière, cela signifie qu'ils trouvent leur chemin hors de l'obscurité. Chloé dessina pendant toute la visite. Quand elle brandit le papier, Jean vit une grande fenêtre avec la lumière du soleil entrant sur le sol, d'un jaune pâle, non plus les taches grises et noires qui avaient dominé ses illustrations précédentes. « C'est magnifique », dit Sandrine en souriant à la jeune fille. Jean se tenait derrière, silencieux. Il n'avait pas besoin de dire un mot. Cette image suffisait à le convaincre que la paix pouvait être réapprise, même si c'était tard. Ce soir-là, Stéphane vint lui rendre visite. Il apporta des documents épais, mais son expression était plus légère que d'habitude. « Les actionnaires de Future Bridge veulent que tu reviennes. Ils disent que seul toi peux sauver l'entreprise. » Jean sourit. « L'entreprise va bien, mais je n'y appartiens plus. » Stéphane fut surpris. « Tu prévois de te retirer entièrement ? » « J'ai déjà signé les papiers, » répondit-il en lui tendant le document de confirmation. « La majorité des actions sera transférée à une nouvelle fondation, la Fondation Lumière de Chloé. » Stéphane lut le nom, ses yeux s'adoucissant. « Une œuvre de charité ? » ?»« Oui, pour aider les enfants traumatisés à trouver un abri, une thérapie et à apprendre à faire confiance à nouveau. » Stéphane resta silencieux quelques secondes, puis hocha la tête. « C'est peut-être le meilleur projet que tu aies jamais lancé. » Le lendemain, les nouvelles étaient pleines de titres technologiques. Le millionnaire Jean Dubois quitte Future Bridge, consacre sa fortune à une œuvre de charité pour enfants. La presse appela cela « l'acte de rédemption du père », mais Jean s'en moquait. Il ne lut aucun des articles en entier, ne jetant qu'un coup d'œil au titre et fermant son ordinateur portable. Ce qui l'importait maintenant, c'était le rituel matinal de ses enfants, le petit déjeuner de lait et de viennoiserie, les petites chaussures bien rangées près de la porte, et le fait que Chloé commençait à ne plus sursauter chaque fois qu'elle entendait une porte se fermer. Un soir, après que les enfants se furent endormis, Jean reçut une enveloppe de l'hôpital. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite du docteur Bernard. Quand le père apprend à écouter, les enfants cessent d'avoir peur. Il la lut plusieurs fois, la plia et la plaça dans son portefeuille. Quelques jours plus tard, Chloé lui présenta une nouvelle illustration. Dans le dessin se trouvaient 3 personnes, lui, Chloé et Léo, debout sur une parcelle d'herbe avec le soleil se levant au loin, projetant une grande lumière ronde. Chloé chuchota, « Papa, je veux l'accrocher dans le salon. » Jean hocha la tête. Il encadra l'illustration et l'accrocha directement sur le mur en face de la table à manger. Chaque matin, il la voyait en premier en se versant son café. Le temps passa et le petit appartement devint confortable. Chaque matin avait l'odeur des biscuits et des rires. Les voisins commencèrent à les saluer, les enfants d'un accent grave côté venaient jouer. Chloé se lia d'amitié avec la fille d'en face, Manon, et elle s'asseyait souvent pour dessiner près de la fenêtre. Léo courait partout en riant de bon cœur. Jean commença à sentir que cette maison avait une âme, pas seulement un refuge temporaire. Un dimanche matin, la lumière du soleil entra par la fenêtre, se reflétant sur l'image illustrée au mur. Jean s'appuya contre la porte, regardant ses 2 enfants prendre leur petit déjeuner. Chloé coupa un morceau de pain et le partagea avec son frère. Léo s'enfourna la bouche pleine et éclata de rire. Ce rire résonna dans toute la pièce, touchant les coins les plus profonds de son cœur. À ce moment,
il sentit qu'il était vraiment revenu, non pas à la maison, mais au rôle de paternité qu'il avait autrefois perdu. La lumière du soleil entrait, brillant sur les cheveux des enfants. Jean resta immobile, un sentiment de tranquillité l'envahissant. Mais au fond de lui, ses yeux regardaient toujours par la fenêtre, où la lumière s'estompait au loin, comme si quelque chose n'était pas encore complètement clos. 6 mois plus tard, l'automne revint à Marseille. Des feuilles jaunes couvraient le chemin menant au palais de justice de Marseille. Ce matin-là, des dizaines de journalistes attendaient sur les marches de pierre, caméras, objectifs et microphones tous pointés vers le même endroit, le procès du scandale d'entreprise que les médias avaient surnommé « l'affaire Future Bridge ». À l'intérieur, la salle d'audience était bondée. Des lumières blanches brillaient sur les bancs en bois poli. Valérie était assise au banc des accusés, portant un tailleur gris, les cheveux soigneusement attachés, mais ses mains tremblaient encore légèrement. À côté d'elle se trouvait Nicolas Leroy, le visage pâle, les yeux fixés sur les dossiers, craignant de regarder autour de lui. Jean était présent avec Stéphane et Sandrine. Il était assis au dernier rang, les mains posées sur ses genoux. À côté de lui, Chloé était assise, tenant son frère, regardant droit devant elle, sans peur. Dans les rangées de devant, avocats, journalistes et représentants du fonds de charité se bousculaient pour prendre des notes. Lorsque le juge déclara la session ouverte, le procureur se leva, sa voix claire, chaque mot résonnant dans toute la salle. L'accusée, Valérie Lefebvre, est inculpée de détournement d'un fonds en fiducie, de fraude financière, de complicité de blanchiment d'argent avec Nicolas Leroy, et d'avoir causé de graves abus émotionnels et physiques à des mineurs. Toutes les preuves sont confirmées, dossiers financiers, images de surveillance, témoignages et rapports médicaux. Toute la salle d'audience était silencieuse. Le seul bruit était le grattement des stylos prenant des notes. L'accusation continua de présenter la chaîne des événements, Valérie falsifiant des documents, utilisant le nom de Chloé pour ouvrir des comptes de blanchiment d'argent, et créant délibérément de faux dossiers médicaux pour dissimuler l'état des enfants. Nicolas fut accusé d'être un complice actif, dirigeant la société R.H. Management comme une façade pour le retrait de capitaux. Jean écouta en silence, ne montrant aucune réaction. Ce n'est que lorsque l'image de Chloé apparut dans le rapport ses yeux cernés, son corps mince qu'il baissa légèrement la tête, ses mains se serrant. Sandrine, assise à côté de lui, posa doucement sa main sur son bras, ne disant rien. Quand ce fut le tour de l'avocate de Valérie, elle se leva, essayant de garder sa voix stable. J'admets avoir commis des erreurs, mais je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit. J'étais sous pression, isolé dans cette maison même. Monsieur Dubois était froid, émotionnellement absent, me forçant à tout gérer seul. C'était un malentendu, pas intentionnel. Sa voix se mit à trembler, ses yeux brillants comme si elle cherchait de la sympathie. Nicolas, assis à côté d'elle, regardait toujours vers le bas, silencieux. Le procureur répondit de manière concise. La pression n'est pas une raison pour des actes criminels. L'accusé a choisi de vivre un mensonge, et les enfants en ont payé le prix. Une atmosphère lourde pesait sur la pièce. Le juge se tourna vers Jean. Monsieur Dubois, souhaitez-vous dire quelque chose avant que la cour ne délibère? Jean se leva, n'apportant aucun papier, et s'avança lentement. Sa voix était calme, profonde et claire. Je ne suis pas ici pour la vengeance. Je suis ici pour la justice, pour mes 2 enfants. Personne ne peut leur rendre le temps qu'ils ont perdu, mais au minimum, ils méritent de grandir dans la vérité. Je demande à la Cour un verdict équitable, non pas pour moi, mais pour les enfants qui ont été réduits au silence pendant trop longtemps. Il se retourna et regarda Chloé. La jeune fille était assise, immobile, les yeux clairs. Léo était affalé sur l'épaule de sa sœur, profondément endormi au milieu du bruit du monde des adultes. Valérie baissa la tête, une seule larme tombant sur la table, rapide mais visible. La séance du tribunal se termina après 3 heures de délibération. Quand le juge revint, tout le monde se leva. Sa voix résonna fermement. La Cour condamne l'accusée, Valérie Lefebvre, à 8 ans d'incarcération et ordonne la restitution intégrale des fonds volés. L'accusé, Nicolas Leroy, est condamné à 10 ans pour fraude et blanchiment d'argent. Les avoirs illégaux sont confisqués, une partie étant transférée à la Fondation Lumière de Chloé pour soutenir les enfants souffrant de traumatismes psychologiques. La salle d'audience était totalement silencieuse. Pas d'acclamation, pas de commentaires.
Valérie s'affaissa légèrement sur sa chaise, puis leva les yeux, le regard vide. Alors que les officiers l'emmenaient, elle jeta un regard en arrière vers Jean. Il ne répondit pas, la regardant seulement avec des yeux dépourvus de colère, ne contenant que de la lassitude et de la libération. Dehors, les médias grouillaient, les flashs des appareils photo crépitaient. Un journaliste s'avança et demanda « Monsieur Dubois, vous sentez-vous victorieux ?» Jean marqua une pause, son regard lointain. « Personne ne gagne dans cette histoire, dit-il lentement. Seuls les enfants ont besoin de grandir dans l'amour. » Il s'éloigna, laissant derrière lui le bruit des caméras et les questions sans fin. Cet après-midi-là, il emmena ses 2 enfants dans un petit parc près du palais de justice. Le ciel était clair, et un vent doux soufflait à travers les érables rouges. Ils s'assirent tous les 3 sur un banc en bois. Léo était assis sur ses genoux, tenant une sucette, et Chloé regardait un vol de moineaux s'envoler de l'étang, les yeux paisibles, comme si toutes les tempêtes étaient passées. Sandrine arriva plus tard, portant un petit panier de produits de boulangerie. Elle s'assit à côté de lui et parla doucement. « J'ai officiellement postulé pour être consultante pour la Fondation Lumière de Chloé. Je veux aider d'autres enfants comme Chloé. » Jean se tourna vers elle, souriant faiblement. « Nous avons besoin de gens qui savent écouter. » La lumière de l'après-midi s'estompa. Chloé appuya sa tête contre l'épaule de son père. Léo était profondément endormi. Le bruissement des feuilles se mêlait à la respiration régulière des 2 enfants. Alors que la voiture quittait le parc, roulant sur le pont vers l'océan, la dernière lumière du jour brillait sur les fenêtres, reflétant l'image de 3 assis tranquillement. Jean regarda dans le rétroviseur, la mer chatoyante derrière et, devant, la longue route droite qui se déroulait. Un an passa depuis le procès. Tout semblait être un vieux rêve qui s'était refermé, laissant une faible trace lumineuse dans la mémoire de ceux qui étaient impliqués. La famille Dubois quitta Marseille, déménageant dans une petite ville côtière en Bretagne, un endroit avec des rues bordées d'érables, le son régulier des vagues contre les falaises, et une brume matinale couvrant souvent le porche. La nouvelle maison n'était pas grande. C'était une maison en bois blanche à 2 étages avec un toit vert, niché au milieu des pins. Derrière, il y avait un petit jardin pour que les enfants puissent courir, et devant, une route menant directement à la plage. Jean choisit l'endroit non pas pour le paysage, mais pour la tranquillité, quelque chose qu'il avait perdu lorsqu'il avait laissé sa vie être consumée par le prestige. Son travail était plus simple maintenant. Il donnait des cours en ligne pour de petits projets technologiques, consultant pour quelques startups. Le reste de son temps, il le consacrait à ses 2 enfants. Le matin, il emmenait Chloé à l'école primaire de la ville et allait chercher Léo à l'école maternelle à midi. Ils mangeaient tous les 3 ensemble, puis se promenaient dans le petit marché où tout le monde se connaissait. Les voisins souriaient, le saluant comme un vieil ami. Chloé redevint progressivement la jeune fille vive qu'elle était autrefois. Ses cheveux étaient attachés haut, ses yeux brillants. Elle aimait illustrer et passait chaque week-end à dessiner les couleurs de l'océan sur la plage. Léo aimait jouer dans le sable, ramasser des coquillages et les montrer à sa sœur. La santé du garçon s'était améliorée, sa peau était rosée, son rire clair et sonore. La vie s'écoulait lentement, paisiblement, comme si les mois de bouleversement n'avaient jamais eu lieu. L'après-midi, ils allaient à la plage. Le soir, ils lisaient des histoires sous la chaude lueur de la lampe. Parfois, Sandrine rendait visite, apportant des rapports de la Fondation Lumière de Chloé, parlant d'autres enfants qui étaient aidés. Jean écoutait en souriant. Il était toujours le fondateur, mais il laissait Sandrine la diriger. « Elle comprend le cœur d'un enfant mieux que moi », dit-il un jour. L'hiver arriva. La brise marine était mordante, la nuit tombait rapidement, et la maison était immergée dans le son du vent balayant le toit. Ce jour-là, Jean travailla tard, puis s'assoupit sur le canapé. Quand il se réveilla, l'horloge indiquait exactement 3 heures du matin. L'atmosphère dans la maison était calme, seul le son lointain des vagues résonnait. Il s'apprêtait à retourner au lit quand il remarqua une petite lumière brillant de la cuisine sur l'escalier. Jean marqua une pause d'1 seconde, puis descendit, chaque pas silencieux. Le son du vent à l'extérieur lui rappela cette nuit, il y a 2 ans, quand il était également rentré à 7 heures, 3 heures. La maison était froide, les lumières éteintes, et sa petite fille essayait de préparer de la nourriture pour son frère. Mais cette fois était différente. Une chaude lumière jaune se déversait de la cuisine. Dans la petite pièce, Chloé et Léo s'affairaient près du four.
La chaleur et l'odeur de la pâte sucrée cuite imprégnaient l'air. Chloé portait un tablier trop grand, les cheveux attachés sur le côté, les joues rouges. Léo se tenait à côté d'elle, les mains couvertes de farine, un large sourire sur le visage. Jean se tenait à la porte de la cuisine, immobile. La vue lui serra le cœur, non pas d'inquiétude, mais d'une chaleur si profonde qu'elle en était étouffante. Chloé leva les yeux et croisa le regard de son père. Elle sourit, sa voix faible. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai décidé de faire des pâtisseries pour toi, papa. Léo s'est réveillé et a voulu aider. Léo leva sa main couverte de farine, souriant. J'ai aidé, papa. Jean hocha doucement la tête et s'assit à la table. Alors, je vais manger des pâtisseries fraîches à 3 heures du matin. Chloé rit. C'est l'heure de la chance, papa. J'ai lu que 3 heures, c'est quand toutes les vieilles choses se terminent. Jean regarda silencieusement ses 2 enfants. Le souvenir de la première nuit où il était rentré, la même heure, la même cuisine, la même petite fille, mais alors la pièce était remplie de froid et de peur, se juxtaposait à ce moment. Maintenant, la lumière chaude, les rires, l'odeur des pâtisseries, tout cela ressemblait à une absolution, un vrai retour à la maison. Quand la première fournée sortit du four, Chloé plaça soigneusement une pâtisserie ronde sur une assiette et la tendit à son père. « C'est un petit déjeuner spécial pour l'homme qui ne partira plus jamais, dit-elle. Jean regarda sa fille, un lent sourire se propageant sur son visage. Il en cassa un morceau, l'odeur de beurre et de vanille remplissant l'air. Parfaitement sucré. « Merci, ma petite chef, murmura-t-il. Chloé s'appuya contre son épaule. Léo grimpa sur la chaise, posant sa tête sur ses genoux. La petite cuisine était remplie de respiration douce et de chaleur. Dehors, par la fenêtre, le ciel gris s'éclaircissait, signalant l'aube imminente. Jean regarda par la vitre. La première lumière traversa l'horizon, brillant à travers la fine brume, peignant toute la pièce d'une teinte dorée pâle. Il entendit le son rythmé et chaud des vagues de l'océan, comme un salut paisible. Léo sauta, courut à la fenêtre et pointa du doigt l'extérieur. « Papa, le soleil !» Jean s'approcha, prit son fils dans ses bras, tandis que Chloé se tenait près de lui, tenant sa chemise. Ils regardèrent tous les trois la mer, où le soleil se levait, reflétant la lumière sur la surface de l'eau. Des vagues roulaient doucement sur le rivage, apportant l'odeur de sel et le son du vent. Dans cette lumière, Jean vit son reflet et celui de ses enfants sur la vitre, 3 visages, 3 sourires, sans aucune trace du passé, seulement la chaleur du moment présent. Sur le mur, l'illustration que Chloé avait dessinée aux 3 personnes se tenant la main sous le soleil levant reflétait la lumière, se fondant avec le moment réel à l'extérieur. Jean s'assit, rapprochant ses enfants de lui. « Maintenant, j'y crois, dit-il doucement. 3 heures n'est pas seulement l'heure des ténèbres. C'est aussi l'heure où la lumière commence à revenir. » Chloé leva les yeux. « Alors, l'année prochaine, si je me réveille à cette heure, tu te réveilleras aussi ? » « Je le promets. » Elle hocha la tête en souriant. Léo l'imita, levant la main pour un serment du petit doigt, cette petite promesse que les enfants croient éternelle. Dehors, le soleil monta plus haut, la couleur jaune se propageant sur le toit, à travers la fenêtre, couvrant leur visage. Des rires résonnèrent dans la cuisine, se mêlant au son des vagues, doux et complet. Ils se tinrent tous les 3 près de la fenêtre, regardant la lumière se répandre sur la surface de l'océan. Sans avoir besoin de mots, ils comprirent tous que le long voyage des ténèbres à la lumière était terminé, non pas avec de la tristesse, mais avec un matin chaud comme celui-ci. Et voilà notre histoire pour ce soir. Le voyage d'un père qui a traversé les ténèbres pour trouver sa lumière, d'enfants qui ont appris à sourire après avoir enduré des épreuves, et d'un foyer reconstruit avec de l'amour, non pas avec des possessions matérielles. Et vous, après avoir entendu cette histoire, que ressentez-vous pour Jean, Chloé ou Léo ? Quel moment a le plus résonné en vous ? Quand Jean est rentré au cœur de la nuit, quand il s'est tenu calmement au tribunal en parlant de justice, ou le second moment de 3 heures du matin, quand l'odeur des pâtisseries a rempli la petite cuisine ? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Dites-nous quel personnage vous a le plus touché et quelle action vous n'oublierez pas. J'attends avec impatience de lire votre histoire, car qui sait, peut-être que dans ces mots partagés, il y a une autre petite étincelle de lumière pour quelqu'un perdu dans ses propres ténèbres.